Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui au sein de l'Institut Droit et Santé avec l'Agence régionale de santé Île-de-France dans le cadre du colloque consacré à la santé mentale des personnes en situation de vulnérabilité. L'esprit de l'homme est capable de tout, sont les mots d'un médecin issu de la plume de Maupassant, qui pourrait être le docteur Blanche, ce médecin psychiatre qui, en 1846, fonda une maison de santé à Passy. Cela permit d'appréhender chaque patient en sa qualité de personne humaine. C'est dans cette même maison que l'écrivain trouva la mort à l'âge de seulement 43 ans, souffrant de ces maux dont on est prisonnier et qu'on a parfois du mal à nommer. Jusque-là, les fous ou les démons étaient enfermés dans des asiles afin de protéger la société contre ceux qui dérangeaient par leurs différences. Personne ne se souciait de ces êtres, souvent en rupture familiale et en marge des conventions sociales. Il ne fallait pas les voir, il fallait oublier qu'ils existent. Depuis, un regard nouveau a commencé à se préciser lorsqu'il s'agit de traiter ceux que l'on désigne pour diverses raisons comme des personnes en situation de vulnérabilité. L'idée d'une société protectrice permettant à chacun de trouver sa place s'est imposée. Elle suppose d'abord la reconnaissance à l'égard de tous des droits et des libertés fondamentales. Elle nécessite ensuite la création de prérogatives au profit de ces personnes ainsi que des devoirs spécifiques envers elles. Enfin, abandonner le regard stigmatisant, celui qui fait plus mal que les mots, constitue une étape incontournable dans une démarche de respect. Un exemple dans ce sens représente la décision du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2011 relative à l'article L. 3213-2 du Code de la santé publique, en vertu duquel la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux pouvait être fondée, faute d'un certificat médical, sur la seule notoriété publique. Ces mots, qui font notoirement mal, ont été supprimés par le Conseil, puisque l'hospitalisation d'urgence n'est possible que lorsqu'elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade, ainsi qu'à la sûreté des personnes ou à la préservation d'ordre public. Enfin, si le dispositif légal relatif aux malades souffrant de troubles mentaux se trouve en grande partie dans le Code de la santé publique, cela n'est pas dû au hasard. Une approche équilibrée de la personne en situation de vulnérabilité est inhérente à sa dignité. Cette journée s'annonce très riche en échanges. Elle permet, comme cela est l'usage dans notre centre de recherche, une nouvelle rencontre du droit, de la science et de la société. Je voudrais ainsi remercier les organisatrices pour cette belle manifestation, tout comme je vous remercie. Cette journée sera divisée en deux parties. Donc, dans la matinée, nous allons voir les exposés des enjeux. Ce sera notre thème de la matinée. Dans l'après-midi, nous verrons les réalités des publics en situation de vulnérabilité. La matinée sera présidée par moi-même. Et nous verrons effectivement dans cette première demi-journée plusieurs thèmes qui seront abordés. Le premier est celui du rôle des pouvoirs publics en matière de santé mentale. Donc nous entendrons ainsi Madame Sarah Guettet et aussi Monsieur Achour Bensada. Madame Guettet est directrice prévention et tranquillité publique à la mairie de Grigny et Monsieur Bensada est responsable du service médiation et persévérance scolaire à la mairie de Grigny. Voilà. Madame, vous avez la parole. Bonjour, merci beaucoup de l'accueil, de manière générale, plus particulièrement à Camille. Alors, nous voilà comme on vous propose de présenter un peu le thème de l'équilibre entre le maintien de l'ordre public et les questions d'accès aux soins. On vous propose de le faire de deux sortes. Une première partie où on va plutôt vous expliquer le rôle du maire, qui a une compétence particulière, celle de pouvoir animer les modes de coopération entre les acteurs de sécurité et des
Alors, on n'entend pas trop pour l'instant. On va juste on va allumer le micro devant nous, ça sera mieux. Ouais. C'est mieux comme ça ou je la prends Peut-être. Ouais. Pas de souci. Donc voilà. Donc ce qu'on vous propose de faire ce matin ensemble, c'est de vous balayer le rôle du maire qui est particulier puisque c'est un rôle en fait d'animation des modes de coopération entre les acteurs qui sont plutôt sur le versant sécurité et les acteurs qui sont plutôt sur le versant prévention. De vous exposer aussi ce qu'on entend par prévention, puisqu'ici c'est un positionnement particulier. C'est la prévention au sens de la prévention de la délinquance, c'est-à-dire au sens de la criminologie. Et ensuite, de vous faire une deuxième partie où on va plutôt vous donner des cas concrets pour vous expliquer comment on fait concrètement sur ces cas-là. Un cas d'une personne adulte et un cas d'une personne enfant, dans l'objectif de vous montrer les modes opératoires des acteurs. Ça vous va ? Super. Alors, le rôle du maire. Le maire, il a une compétence particulière sur son territoire. Bien sûr, le lieu d'intervention, c'est son territoire physique. C'est-à-dire que c'est bien la ville, le territoire municipal. Il ne peut pas dépasser une rue qui va chez quelqu'un d'autre. Voilà. La particularité du maire, c'est qu'il a un positionnement renforcé par la loi de 2007, mais il existait bien avant, qui est celui d'assurer l'animation entre les coopérations, les manières de travailler ensemble, entre les acteurs du versant sécurité. Alors dedans, on y met tout. On y met les pompiers, on y met la préfecture de police, on y met évidemment les policiers nationaux et municipaux. Enfin, vous voyez, toute la panel, les agents de surveillance de la voie publique qui s'occupent de la verbalisation. Voilà. Et puis de l'autre côté, les acteurs de prévention. Les acteurs de prévention sont définis de manière large, puisque là, je vous demande de mettre des lunettes de criminologie, littéralement. L'objectif est de dire, le boulot du maire, c'est de prévenir les processus qui amènent les gens à la marginalisation, notamment la délinquance. Donc on est sur une réflexion multifactorielle, où on mélange l'endogène et l'exogène. J'utilise des mots parce que chez vous, en santé, vous savez aussi ce que ça veut dire. Voilà. Donc pour pouvoir arriver à ça, le maire va s'outiller de techniciens. Moi, en l'occurrence. Le technicien peut être soit un acteur qui est purement une coordination, donc il n'est pas directeur, il manage des équipes qu'il n'a pas sous sa responsabilité, soit des acteurs directeurs, comme moi, donc cadre dirigeant d'une ville, qui du coup a la coordination avec des acteurs qui relèvent de d'autres compétences, celui de la police, donc plutôt de l'État dans son versant ministère de l'Intérieur, mais aussi celui du département pour la partie protection de l'enfance, celui aussi, je vous les donne tous pour que vous les ayez en tête, de la justice, plutôt la partie procureur, c'est quand même lui qui fixe la politique criminelle, et bien sûr, ses propres pouvoirs à lui. Et là, du coup, le directeur va manager directement des équipes. Les équipes peuvent être évidemment des équipes de prévention, des équipes de médiation, des équipes de police municipale, des équipes d'agents de surveillance de la voie publique, des chargés de mission. Vous voyez, c'est lui qui choisit le panel, en fonction évidemment d'un diagnostic, des besoins locaux, d'un état des lieux. Pour pouvoir arriver à faire ça, le technicien va mettre en œuvre en fait de l'ingénierie technique, littérale. C'est-à-dire qu'on va déployer soit des protocoles de travail en interne et avec les collègues, suivant les thèmes, soit, et on va animer des instances évidemment de travail où on va suivre la déclinaison opérationnelle de ces protocoles. Il y a donc des groupes de travail où on va construire la manière de faire ensemble, d'accord, par thématique, donc l'accès aux soins et la santé mentale devient du coup un thème d'action. Et puis on va avoir des instances qu'on appelle des instances nominatives en secret partagé, où on va, sous le sceau du secret, sur lequel en fait j'ai le pouvoir de responsabilité pénale si quelqu'un fuite les informations, l'objectif est ici de pouvoir travailler sur des cas concrets et de pouvoir du coup adapter les dispositifs aux personnes et pas l'inverse. Vous voyez ce que je signifie quand je dis ça. Voilà. Donc maintenant, je vais passer peut-être à un cas concret. Qu'est-ce qu'on pense à jour maintenant ? Vas-y, les adultes, ok. Donc, du coup, ça va entraîner quoi ? Ça va entraîner qu'on va avoir des instances de travail où on va, par exemple, de manière à aller tous les 2 mois, l'ensemble des acteurs, que ce soit les transporteurs, que ça soit, et dans les transporteurs, il y a tous les métiers. Il y a des médiateurs, il y a des agents de prévention, il y a des sûretés, d'accord, ferroviaires, etc. Donc les transporteurs, la police, les acteurs de la ville, mais ça va être les bailleurs sociaux,
les copropriétés privées, d'accord? Tous les lieux de vie générale, quand je dis vie, j'y mets l'espace privé et l'espace public, vont se réunir et on va, évidemment, remonter des situations de détection, d'accord? Du type, bah voilà, il y a un monsieur, il dort tout seul dans le haut d'immeuble, quand on lui parle, il répond mais ça n'a pas de sens, voilà. L'objectif donc de cette instance va être de créer des modes opératoires. 1, pour former les acteurs et les soutenir du coup, sur les rendre plus fins dans la détection. 2, de pouvoir développer des modes opératoires par profil. Ça, c'est la particularité de la coordination locale. C'est qu'on a le temps de rendre fin le travail et donc de profiler des modes opératoires de travail suivant les cas. Je donne la caricature, on va avoir le marginal dont je parlais tout à l'heure, qui va se retrouver potentiellement vraiment en précarité totale, puisqu'il va dormir dans le hall d'immeuble sur un matelas. Mais on va avoir le voisin qui, lui, va faire des bouffées délirantes la nuit. L'autre qui va être plutôt dans des... Allez, les gens vont dire ça, vont dire « Oh là là, ces gens-là n'appellent tout le temps le 17 parce qu'ils sont tout le temps en conflictualité. » D'accord ? Qui nous fait penser quand même à quelque chose de l'ordre de la personne a un petit peu des difficultés à entrer en relation avec les autres. Juste ça. Et en fonction de ces profils, on va mettre en place des modes opératoires d'intervention. Le mode opératoire, il va avoir vocation à rajouter une pointe de non-jugement dans l'aller vers et dans l'approche vers cette personne. Je vous donne un exemple. Ça va entraîner qu'un policier municipal, une policière municipale, dans mon équipe on a plus de femmes que d'hommes, une policière municipale va se mettre en binomage avec l'acteur qui a détecté et on va rajouter une troisième personne qui va être un médiateur. Dans l'objectif, donc on va avoir le travailleur social, qui va être plutôt les collègues du CCAS, on va avoir le policier et hypothétiquement le médiateur. Et l'objectif, en fait, c'est, que le lien qui a existé avec un acteur, un professionnel, reste. Parfois, le lien, il est hasardeux. Ce n'est pas parce que la personne est un policier, un médiateur, un travailleur social que le lien se passe bien. Parfois, ça se passe juste bien parce que c'est la tête qui marche. C'est tout, c'est comme ça. Donc, partir du lien social préexistant et, justement, favoriser l'aller vers de celui qui va vraiment pouvoir, par le dialogue, et se nourrir en fait du lien de l'autre, discuter avec la personne pour développer en fait une meilleure détection des problématiques de santé mentale. Moi, je ne vous casse pas dès le début que nous, la santé mentale, ça amène à détecter de forts traumas. On n'est jamais sur des situations, c'est-à-dire de début de la vulnérabilité, des indicateurs de vulnérabilité, d'accord ? On est souvent sur des cas où, très clairement, c'est l'élément psychotraumatique qui est massif. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, puisque souvent, c'est ce qui rend du coup difficile l'approche et le lien. Après avoir fait ça, super, on est en lien, on a mis 4 mois à créer un lien fort, tout va bien. Maintenant, il y a comment on fait levier pour lui permettre d'accéder véritablement aux soins. Et là, ça devient le vrai sujet, puisque le travail va être très clairement en fonction du niveau de vulnérabilité de la personne. Si la personne, je vous donne un cas concret, un habitant qui vit dans son appartement, les pompiers sont appelés fréquemment par l'habitant pour des problèmes respiratoires. On peut se dire jusque-là, pas de problème de santé mentale. Ils interviennent donc, les pompiers, la nuit, demandent l'appui du cadre d'astreinte de la ville, parce que quand ils arrivent, à chaque fois qu'ils arrivent chez le monsieur, le monsieur dit « non, en fait, j'ai plus besoin ». Et là, mais eux relèvent qu'on est quand même sur les limites des signes vitaux engagés, du pronostic vital, mais la personne est tétraplégique. Allez, pour bien rajouter de la difficulté. Donc là, le travail va être de venir en cellule, travailler ce cas individuellement avec les collègues pompiers, SAMU, puisque bien sûr les SAMU avaient été appelés aussi, voilà. Travailler aussi avec les collègues bailleurs sociaux pour comprendre la situation individuelle. Et en fait, en détricotant très vite, on s'est rendu compte que cette personne, elle était sous emprise. Sous emprise de personnes, a priori réseau de trafic de stupéfiants, qui du coup profitaient de sa situation de vulnérabilité, d'accord, pour cacher des choses chez lui.
Et donc, quand les pompiers intervenaient, eh bien, ce monsieur avait trop peur qu'il lui arrive quelque chose si il sort de chez lui, donc il refusait le soin. Donc l'élément clé là c'est la casquette justice que je vais mettre en route, c'est-à-dire qu'on va créer un dossier pour demander en urgence une tutelle pour cette personne qui n'avait plus de famille, etc. Voilà. Donc l'équilibre, le maintien en fait entre l'ordre public et la question de l'accès aux soins, c'est bien d'avoir une technicité et de donner la capacité d'avoir une ingénierie collective autour de la situation pour adapter la manière de faire et donc les champs de responsabilité dont vous parliez tout à l'heure, en fonction de la situation, et de ne pas oublier qu'à chaque fois, vous voyez, ce sont des leviers du droit qu'on applique, en fait. Que ça soit dans l'étape d'aller vers, que ça soit dans la qualification de la problématique, que ça soit dans la partie ouvrir les leviers d'action, et bien évidemment, quand on a fait la demande de juge des tutelles, on ne s'arrête pas là, on la suit. Sinon, on sait bien où vont les gens. File active, voilà, ça disparaît. Donc, par la suite, on fait toujours le lien avec, pour le coup, le travailleur social de l'hôpital pour s'assurer qu'il est bien pris en charge correctement. Donc ça, on ne sait pas faire, ce n'est pas notre métier. Par contre, de s'assurer qu'il y a bien, dans l'approche globale de sa situation à l'hôpital, on n'oublie pas qu'il a un appartement, qu'il a de l'aide à domicile, alors que concrètement, il n'y avait personne qui venait à domicile parce que ce monsieur refusait l'aide à domicile. Donc, pour pas qu'il recommence la même méthode. Et évidemment, pour pointer auprès des travailleurs, là pour le coup sociaux de l'hôpital, le fait qu'il y a une mécanique d'emprise à travailler. Il ne s'agit pas juste de, j'allais dire, s'occuper des soins vitaux de la personne, mais aussi de ne pas oublier cet élément fondamental qu'il a une grande vulnérabilité, puisqu'il y a une mécanique d'emprise forte sur sa situation. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Okay, bonjour. Moi, je vais essayer de présenter mon service, le service médiation persévérance scolaire, avec ses missions, et puis après le lien qu'on a avec les collèges, justement, parce qu'on a des enfants qu'on a avec les collèges, et notamment ces enfants vulnérables qui ne sont pas bien et qui sont en général en situation ou de décrochage scolaire, ou bien on évite, nous, de toute façon, qu'ils fassent ou qu'ils basculent dans la délinquance. Globalement, le service médiation persévérance scolaire, sa mission principale, c'est la lutte contre le décrochage scolaire, l'absentisme et le basculement vers la délinquance. Pour ce faire, on a établi des mesures de prévention et d'intervention et d'accompagnement de ces jeunes. Et chaque mesure, quand on l'a mis en place, elle est en lien toujours avec ces établissements scolaires. Il y en a 3 sur la ville de Grigny. Globalement, on suit dans mon service 120 jeunes par an. Dans les 120, on accueille 54 en moyenne d'élèves exclus temporairement de ces collèges qui sont pris en charge par mon service. En général, s'ils sont exclus en 6e, on les garde jusqu'à la 3e, c'est-à-dire il y a quand même un parcours de 4 ans à mettre en place. Et ce qu'on a remarqué, et c'est ça, cette nouvelle expérimentation qu'on a essayé de mettre en place, c'est que ces jeunes, quand ils sont exclus, quand on fait, nous, ce qu'on appelle un entretien exploratoire par les éducs qu'on a dans notre équipe, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de problématiques carrément multifactorielles qui sont liées à un environnement interne qui est insécure, un environnement externe pareil où il y a ces jeunes vulnérables, où il y a vraiment un commerce, entre parenthèses, ou des solutions alternatives qui existent très faciles, où les jeunes peuvent facilement basculer. Il y avait ce besoin de travailler un petit peu le volet, entre parenthèses, psychologique. Et en général, quand ces jeunes sont orientés par les collèges vers ces structures, ils sont en général très réfractaires, ils n'y vont pas, parce que voilà, ils se sentent stigmatisés, différents des autres. Et nous, au sein de notre service, on a essayé de réfléchir à quelque chose. On s'est dit, ça serait bien d'avoir un professionnel de la santé au sein de notre équipe qui va faire partie de cette équipe sans que les jeunes qui viennent ou les enfants qui viennent, qui sont exclus, s'en aperçoivent. C'est-à-dire, il fait carrément partie de l'équipe. On a tenté cette expérimentation en décembre et on a vu que ça a marché très très bien. Le psychologue était présent. On avait pas mal, surtout le mercredi après-midi, on a beaucoup de jeunes qui viennent dans notre service. On a mis à disposition de cet intervenant un bureau, il est là.
Et il vient, on le présente avec tous les jeunes. Et puis après, la première démarche était de prendre le jeune avec son référent dans le bureau pour se présenter. Et puis petit à petit, l'intervenant, le psychologue, il prenait la parole et puis il demandait aux jeunes s'ils voulaient être vraiment seuls avec lui. Et là, on a entamé vraiment ce travail psychologique et on a permis à ce psychologue de faire son travail. Et là, comme on a fait un bilan, on a vu que ces interventions marchaient très très bien parce qu'on avait quand même des retours très positifs. On a décidé d'augmenter ces permanences à partir de février pour qu'elles deviennent plus fréquentes. Et toujours dans la continuité de ce travail de recherche de bien-être et de l'enfant, il faut bien sûr penser à celui de la famille. On est en train de penser à mettre en place des groupes de parole pour les parents de ces enfants pour essayer vraiment d'avoir cette approche globale et éviter que ces enfants toujours basculent dans la délinquance. C'est la priorité un petit peu première du service et de la direction. Voilà globalement un petit peu ce qu'on fait avec ces enfants. Je rappelle, hein, c'est 120 à 130 jeunes qui sont accueillis, plus 54 à 56 qui sont exclus temporairement. C'est énorme par rapport à notre capacité d'accueil, à notre capacité de suivi de ces jeunes. Voilà, je redonne la parole à Madame Guetta. Et après, si vous avez des questions plus précises par rapport à ça, ben, on est prêt à répondre. Je vais compléter Achour parce qu'il ne dit pas des choses importantes. Achour est travailleur social. C'est très important. Dans l'équipe, il y a des éducateurs spécialisés et des médiateurs sociaux. C'est un métier, la médiation sociale. Voilà, ils sont formés à la médiation sociale, ils sont dans les collèges. Et c'est évidemment le travail d'approche globale, mais le fait qu'il y ait à chaque fois quelqu'un d'intégré dans l'espace de vie de l'enfant, là pour le coup les collèges, qui permet une meilleure détection, un meilleur lien avec les équipes évidemment éducatives pour développer en fait cette synergie et du coup relever le plus tôt possible les facteurs de vulnérabilité. Achour l'a expliqué, nous, le travail, c'est de dire les facteurs de vulnérabilité, et ça on le sait, hein, c'est pas nous qui l'avons posé, c'est le rapport d'information du Sénat, vous pouvez aller voir. Le basculement, en fait, le décrochage scolaire est un point d'entrée de compréhension des facteurs de vulnérabilité des personnes. Parce qu'évidemment, un jeune, quand il sort de l'école, donc l'école élémentaire, c'est très structuré, très cadré. Et le premier environnement de vie avec une posture d'autonomisation et de dépendance, c'est le collège. Et c'est là que, du coup, les premiers signes, en fait, de difficulté, d'ailleurs, de manière générale, puisque le service, son travail, c'est les compétences psychosociales, hein, de manière générale, voilà. Ça va être justement de travailler ces compétences psychosociales. Et c'est évidemment la vulnérabilité, le manque, qui va faire détection, qui va faire accompagnement individualisé auprès du service, avec effectivement une posture de fil actif, c'est-à-dire qu'ils ne les perdent pas. Et d'ailleurs, ils les rappellent même quelques années après pour voir comment ça va. Mais c'est important. Et de dire aussi que l'inclusion du psychologue de manière intégrée dans la dynamique de travail, un psychologue extérieur, important aussi, très important à dire. Il est dans le service, mais il est extérieur. De pouvoir avoir ce psychologue a fait aussi conforter l'équipe d'Achour sur les éléments de détection. Dans les entretiens exploratoires, ils avaient en fait quasiment en pari le 98% des jeunes qui arrivent chez nous, en fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le suivi et l'accompagnement psychologique a permis de relever que 98% des cas de détection, 100% des cas de détection, ils ne se trompaient pas. C'était des violences intrafamiliales à l'intérieur qui entraînaient signes de difficultés de santé mentale de manière générale. Voilà. Si vous avez des questions, on est là. Alors, j'ai beaucoup de questions, mais je vous promets, je ne vais pas monopoliser le débat. Donc, on voit que finalement, plusieurs facteurs interviennent. On a l'impression que aussi, ça reflète beaucoup les difficultés familiales, les difficultés souvent dans un cadre où les mères interviennent seules, avec plusieurs enfants, des âges différents, des femmes qui sont elles-mêmes parfois en situation de difficulté. J'ai l'impression que, quelque part, vous savez, on entend beaucoup, oui, il n'y a pas d'autorité, les parents laxistes.
Je n'y crois pas. Je pense que tout simplement que ces personnes sont débordées par les difficultés. Elles ne savent pas comment faire. Est-ce qu'il est possible, en quelque sorte, d'avoir aussi un dialogue, on va dire, un peu pérenne avec les familles, avec les mères, qui parfois, tout simplement, ne peuvent pas faire en sorte que l'enfant se lève pour aller à l'école, pour, lorsqu'il rentre de l'école, qu'il fasse les devoirs, vous savez, les choses simples qui changent la vie. Comment fait un enfant qui rentre chez lui? Il y a les petits frères, il y a le grand frère qui dort, je ne sais pas quoi. Comment il fait pour poser son cartable? Comment il fait pour travailler? Comment il fait? Voilà. Et la deuxième question qui me semble très importante, c'est aussi les troubles d'apprentissage qui ne sont pas bien détectés. Donc l'enfant décroche aussi parce qu'il a du mal, parce qu'il a aussi peut-être une dyslexie qui n'a pas été découverte, qui n'a pas été diagnostiquée. Je vois dans l'enseignement supérieur, parfois vous avez des jeunes qui vous disent « Oui, on m'a dit un jour que j'étais dyslexique. » Oui. Et vous avez une thérapie? Non. Vous avez un tiers-temps? Non. En quelque sorte, si vous voulez, il n'y a pas le relais familial parce que, effectivement, s'il n'y a pas de suivi derrière, c'est insuffisant. Voilà. Comment fait-on? Voilà. Peut-être juste leur donner un peu de contexte Grigny pour aider. Alors, Grigny, donc ça, c'est pour que vous ayez le contexte, parce que c'est vrai que je n'ai pas donné le contexte de la ville, comme si tout le monde le savait. Donc, la ville de Grigny, donc c'est une ville, j'allais dire, de taille moyenne, pour vous donner, voilà, pas des chiffres, mais vraiment des réalités, qui est par contre la ville la plus pauvre de France. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. La ville la plus pauvre de France, avec 2 quartiers prioritaires qu'on dit maintenant de reconquête républicaine. Donc une partie que là, pour le coup, on connaît par la télé, mais qui n'est pas tout à fait juste, qui est la Grande Borne, qui est donc majoritairement composée de bailleurs sociaux, enfin d'un bailleur social, les résidences, donc des personnes pauvres, hein, on n'est pas au bailleur social par hasard. Et de l'autre côté, un deuxième quartier qui s'appelle Grigny 2, qui est composé d'une grande copropriété dégradée, la plus grande copropriété dégradée qu'il y a dans notre magnifique pays, avec un impact fort des marchands de sommeil qui fait qu'il y a une subdivision importante des appartements. En gros, l'appartement devient 3 appartements, d'accord? Donc les gens, oui, sont les uns sur les autres. Ça, c'est une réalité, et donc l'élément exogène est massif. Et l'élément exogène, voilà, moi je vais le dire en tant que technicienne, c'est pas le maire, c'est l'État. Et donc voilà. Là, l'élément clé, c'est que quand même la ville de Grigny, justement, pour assurer une meilleure coordination de l'ensemble des services dont la compétence est majoritairement celle de l'État, a mis en œuvre une stratégie pauvreté, une stratégie locale pauvreté, pour justement venir soutenir sur ces questions-là. Pour ce qui est de la réflexion autour de la parentalité, moi je donnerais juste peut-être le pré-rappel à l'ordre qui montre un peu, puis après je te laisse filer. Voilà, parce que Achour va vous expliquer ça fortement. Mais en gros, aussi sur le chat. Ah bah voilà. En gros, l'élément clé, c'est de dire oui, bien évidemment, nous, on considère, il est facile de dire que c'est de la faute de l'individu. C'est très facile. D'ailleurs, ça résout tous les problèmes. On dit ça, puis après, comme ça, le problème est passé. L'élément clé, nous, c'est bien de considérer qu'il faut une approche globale qui vienne justement soutenir les adultes et les enfants, donc les familles de manière générale, pour que la cellule familiale reprenne sa place là où elle doit être, pour qu'elle puisse justement se sentir légitime à intervenir, demander du soutien, etc., etc., etc. Et notamment pour vous donner un élément, je trouve, très probant pour comment ça marche. Par exemple, le maire, il a un outil juridique dans son panier pour pouvoir rappeler les responsabilités des parents. C'est ce qu'on appelle le rappel à l'ordre. Eh bien, à Grigny, le rappel à l'ordre, on n'arrive même pas à l'utiliser. C'est vrai. Parce qu'on a toutes les étapes, justement, tous les paliers d'accompagnement qui fait que, notamment, quand, par exemple, il y a un accompagnement par le service d'Achour, puis le jeune s'essouffle, se met à dire « non, mais en fait, je ne veux pas y aller, ne viens plus », on fait un temps de rappel à l'ordre à l'envers, puisqu'on reçoit le parent et l'enfant, et on expose à l'enfant
les risques juridiques qu'il fait prendre à son parent. Et ça marche à tous les coups. Parce que les enfants, en fait, bien évidemment qu'ils ont un lien affectif massif avec leurs parents, que l'engagement, il est réciproque. Et en général, ça vient, en tout cas, pour l'instant, touchons du bois, je ne sais pas si c'est du bois, mais ça vient soutenir correctement le parent dans sa fonction parentale, parce que ça remobilise l'enfant autour de l'enjeu qu'il fait prendre à son parent de risque pour lui et d'ailleurs ses autres frères et sœurs. Voilà. Alors, moi, je vais essayer de répondre à la deuxième question concernant les enfants qui ont des troubles de comportement. Par exemple, sur la ville de Grigny, les collèges, en général, ils n'arrivent pas vraiment à trouver tout le temps des solutions. Si on a, il faut attendre 1 an, 2 ans pour avoir une place pour ces enfants. C'est pourquoi nous, au sein du service, on a créé un dispositif qui s'appelle la mise en place d'un emploi du temps aménagé. C'est-à-dire en lien avec les collèges, on peut récupérer ou accueillir ces enfants 2 après-midi par semaine, par exemple, pour leur permettre de trouver une solution. Et puis nous, ça nous permet de travailler un petit peu ces lacunes, notamment l'accompagnement scolaire ou après le suivi médical de ces enfants. Et pour l'instant, ça marche. C'est un dispositif qui est bien prisé, qui marche très très bien. Mais voilà, il y a une forte demande et nous, on est dans l'incapacité de répondre à tous. Mais c'est vrai que ça pose problème. Là, on a eu tout à fait. À l'entrée, par exemple, en septembre, on a eu un cas réel, un enfant qui ne voulait pas être en collège et qui ne voulait pas être dans un IME. Ce qui fait que il voulait absolument être dans le collège pour apparaître et, comme les autres, hein, qu'il n'est pas différent. Mais il ne sait ni lire ni écrire, hein, c'était vraiment problématique. Pour passer à un IM Pro, pour travailler un petit peu son projet professionnel, il ne voulait pas. Alors ben, nous, on a accueilli en attendant de créer ce lien, de le rassurer. Et tout ça, tout ça. Voilà, c'est un travail très très lourd qu'on essaie de mettre en place. Mais on ne peut pas répondre. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Voilà, tout à fait, tout à fait. Après, nous, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'il aille vers ces structures spécialisées, parce qu'on est dans voilà, on n'a pas les compétences qu'il faut pour le suivre, hein, d'une manière, voilà, de tout faire. Concernant les parents, c'est vrai que sur notre ville, on a tous les cas. On a des parents qui sont en difficulté, qui ont d'autres priorités. Après, on a des parents qui ont aussi d'autres priorités, sachant qu'entre parenthèses, l'enfant n'est pas la priorité. C'est dommage de le dire, mais c'est une réalité. Voilà, c'est pas tous. Nous, on a par exemple des parents qui partent, voilà, qui ont d'autres priorités parce qu'ils doivent régler les problèmes administratifs au niveau des papiers, par exemple. Ou il y a d'autres papas. Voilà, c'est très très complexe. Et chaque situation, elle est vraiment unique. Et chaque jour, nous, on apprend des choses. Hein, voilà, c'est vraiment, on s'ennuie pas. Mais c'est voilà. Mais on essaye vraiment, quand c'est comme ça, on essaye de prendre vraiment l'enfant dans sa spécificité et de travailler qu'avec l'enfant. On essaye les parents viennent vraiment en second lieu quelque part, parce qu'on essaye de trouver des solutions, par exemple des internats, surtout si on sont en 4e, des formations, des stages de découverte pour essayer de l'extraire un petit peu de son milieu interne, l'environnement interne qui est des fois vraiment un frein pour ces enfants-là. Voilà. Je pense qu'on aurait des questions Oui. aussi. Je vais donner la parole à Madame Vachpika. Je crois qu'elle avait une question. Je ne sais pas si elle peut activer son micro. Madame Vachpika, normalement, vous pouvez parler. On vous entend. Oui, bonjour à tous. J'ai mis ma question dans le chat. Ma question, c'était de savoir comment était organisé tout ce service dont on vient nous parler. Si j'ai bien compris, mais je voulais avoir une précision, c'est un service qui est relié à la mairie, et ça veut dire que c'est la mairie qui recrute et qui emploie et paie ce personnel. Donc, ça veut dire que la politique de la mairie fait en sorte de prioriser cette problématique sur la ville et donne les moyens. Ça représente, est-ce qu'on peut savoir combien ça représente au niveau d'un budget municipal, par exemple?
Merci. Merci à vous pour la question. On n'a pas travaillé les chiffres. Je suis une mauvaise directrice, je suis désolée. Mais c'est vrai, mais c'est vrai que c'est vraiment un choix municipal de considérer en fait qu'il faut travailler sur les facteurs de vulnérabilité des publics et notamment du coup des plus jeunes, dans une posture clairement que c'est des adultes en devenir, c'est maintenant que tout peut se jouer. Voilà. Donc il y a un vrai choix stratégique de la ville. Maintenant, on a quand même des cofinancements de l'État, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est des compétences partagées. Donc l'État participe, l'Europe aussi. Enfin voilà, c'est des fonds, c'est des cofinancements quoi. Oui, après pour compléter, le service quand elle a été créée, c'était quand même grâce à l'aide de l'État. Hein, et il y avait le service était constitué de 4 adultes relais, qui étaient, voilà, au départ, qui étaient financés à 80% par l'État. Et puis avec le temps, on a vu sur la ville qu'il y avait ce besoin de transformer ces postes et de monter en compétences, d'où après les postes ils sont devenus municipalisés. Maintenant, on essaie vraiment de recruter que des éducateurs spécialisés pour essayer de répondre à cette problématique sur la ville. Voilà. Et des médiateurs également, voilà, qui sont des contrats adultes relais aussi, qui sont détachés sur les 3 collèges de la ville, qui font lien et passerelle avec le service. Merci beaucoup. On a une dernière petite question, il nous reste quelques minutes pour y répondre. C'est Virginie Giacomini qui nous dit tout à fait intéressant cette approche globale qui permet d'appréhender la complexité. Vous parlez d'expérimentation, est-ce que cela veut dire que ce mode de pensée et de travailler n'est pas général ? Alors, c'est expérimentation pour Grigny. Moi, je peux vous donner ma casquette d'ancienne d'ailleurs. Dans les équipes pluridisciplinaires des directions prévention sécurité, dans mon ancienne collectivité, j'avais un service de psychologues enfants. Donc en fait, c'est pareil, ce sont des choix municipaux au regard de la topologie des problématiques. Là, en gros, quand même, le besoin, il est majoritairement du développement des compétences psychosociales, d'où les éducateurs et les médiateurs en première intention. Et c'est parce que, justement, il y a de l'accompagnement individualisé que les éléments de détection ont donné la nécessité d'avoir un tiers intégré dans le service pour défaire les représentations sur le métier, en fait, majoritairement, pour pouvoir, justement, assurer cet accompagnement spécialisé, en tout cas, favoriser le « hop, je vais vers… le lieu où je vais avoir des soins spécialisés. Ça te va, Oui. Alors, on a quelques minutes, alors une petite dernière qui est très courte. Êtes-vous organisé sous forme d'un CLSPD ? Oui, tout à fait. Les cellules dont je parlais d'échanges nominatifs et les groupes de travail, ce sont les instances du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance que j'anime. Merci beaucoup. Merci pour ces témoignages très riches. On a l'impression parfois que la réponse est parfois aussi simple, trouver un endroit calme, un adulte disponible. Mais en fait, voilà, c'est simple qu'en apparence, mais j'espère qu'on va y arriver. Vraiment, j'espère de tout mon cœur. S'il reste des questions, bien sûr, on pourra y revenir dans la session. Donc, je vous invite à rester, voilà. J'imagine avec ce que vous venez de nous décrire, on imagine un emploi du temps chargé. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces témoignages. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Voilà. J'invite